Il y a bien longtemps, il y a 44 ans, l'humanité a envoyé ses premiers messagers dans l'immensité de l'espace. Sans magie, sans fantaisie, seulement des calculs précis, du courage et le désir de comprendre ce qui se trouve au-delà de la Terre. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble le son de l'espace? Il semble qu'il y règne un silence total, car le vide ne transmet pas le son. Mais les sondes voyagées ont prouvé le contraire. Nous avons entendu le grondement monotone de Jupiter, les roulements de Vénus, la cacophonie pulsante de Mercure, les véritables voix des planètes, et ce n'est que le début. À chaque kilomètre parcouru par les sondes interstellaires, nous nous rapprochons des mystères qu'aucun œil humain ne verra jamais et qu'aucune oreille n'entendra. Aujourd'hui, nous partirons avec eux pour un voyage de Saturne jusqu'aux confins de notre système solaire. Nous découvrirons les mystères de l'héliosphère, des phénomènes interstellaires étranges et les secrets de l'espace à 4 dimensions. Êtes-vous prêt à regarder là où les lois du monde habituel cessent de s'appliquer? Les temps changent. Même pendant la période ridiculement courte de la présence de l'humanité sur la planète, de nombreux événements se sont produits, défilant comme des images dans un kaléidoscope. Il est particulièrement intéressant d'observer les métamorphoses qu'ont connues les tentatives de voyager sur différentes distances en se déplaçant à pied. Bien sûr, on ne va pas très loin comme ça. Mais peu à peu, les gens ont dompté les chevaux, sont passés aux automobiles, puis ont lancé des avions dans le ciel. Et maintenant, visiter un continent voisin ne semble plus être un événement surnaturel, comme à l'époque de Christophe Colomb. Dans quelques dizaines d'années, nous ne serons plus étonnés par les vols d'engins terrestres vers d'autres planètes et dans l'espace lointain. Mais pour l'instant, les objets lancés pour étudier l'univers attirent invariablement l'attention du public. Peut-être cela tient-il moins à la curiosité naturelle et à la soif de connaissance qu'à l'espoir de trouver un nouveau foyer pour l'humanité. À suivre. Quoi qu'il en soit, le 15 octobre 1997, lorsque la sonde Cassini a été envoyée vers l'énigmatique Saturne, l'humanité ne pouvait contenir son excitation. Bien que l'objectif principal de l'appareil, qui transportait la sonde Huygens de 320 kg, était d'étudier le géant aux anneaux, ce n'était qu'en passant. Il a également visité les environs de Vénus, de Jupiter et de certains satellites. Pourquoi fallait-il dépenser de l'énergie pour cela? C'est simple. Les objets mentionnés ont été utilisés par les astronomes pour une manœuvre gravitationnelle destinée à augmenter la vitesse de la station. Alors, à quoi ressemblait Cassini? De quoi était-il équipé et quelles étaient les missions confiées à cet engin interplanétaire? Commençons par le dernier point. Outre la mise en orbite autour de Saturne, la sonde spatiale avait un objectif supplémentaire: organiser l'atterrissage en douceur de la sonde Huygens sur Titan. La station a parfaitement rempli ses missions. Cela est confirmé non seulement par les recherches menées, les nombreuses photos des anneaux de Saturne et de la planète elle-même, mais aussi par le fait que Cassini-Huygens a fonctionné non pas 11 ans comme prévu initialement, mais bien 20 ans. Quelles sont les particularités de la station ? Son poids était de 5 tonnes 710 kg, dont, comme déjà mentionné, 320 étaient consacrés à la sonde Huygens 336 à l'équipement utile et 3130 kg au carburant. La hauteur de la sonde automatique est de 6,7 mètres et sa largeur de 4 mètres. L'appareil est équipé de 2 moteurs principaux et de 16 moteurs auxiliaires à bord. Fonctionnaient 12 instruments ultrasensibles, dont un système de caméra, un puissant radar, un magnétomètre et un spectromètre. La base informatique scientifique et commerciale soigneusement conçue a permis à Cassini de durer très longtemps, recueillant une grande quantité d'informations précieuses et de matériel photographique. Le premier satellite artificiel de Saturne a transmis à la Terre 635 gigaoctets de données et 453 048 images. Certaines étaient inédites, inaccessibles aux autres appareils jusque-là.
L'œuvre de la NASA et de l'Agence spatiale européenne a réussi à photographier la zone entre les anneaux et la géante elle-même depuis une hauteur incroyablement basse. Sous-titre Dima Torzok. Ainsi que l'ouragan stupéfiant en forme de polygone qui fait rage depuis des siècles sur l'un des pôles de Saturne. La célèbre photo de l'éclipse solaire prise à une distance de 2,2 millions de kilomètres. Sur la photo, près de l'amas d'anneaux, on peut voir un faible point, notre Terre. Mais il ne faut pas penser que pendant le voyage vers sa destination finale, Cassini était en hibernation. En passant, l'appareil a photographié l'astéroïde Masursky et a réalisé une séance photo en Biélorussie près de Jupiter avec des images d'une grande précision montrant des éléments d'un diamètre allant jusqu'à 60 km. En survolant Titan, Cassini a pour la première fois observé de près une étrange formation à la surface du satellite. Il s'agissait d'un cryovolcan composé de glace d'azote. Dans l'ensemble, la mission, d'une valeur de 3,260 milliards de dollars américains, a largement tenu ses promesses. Le 30 juin 2004, la sonde Cassini s'est solidement installée en orbite autour de Saturne à une vitesse stable de 15 km par seconde. La sonde Huygens a atterri à la surface de Titan un peu plus tard, le 14 janvier 2005. Jusqu'en 2008, des survols rapprochés étaient prévus avec de nombreux satellites de Saturne, Rhea, Encelade, Tethys, Mimas et bien d'autres. L'appareil a réussi cette mission, comme en témoignent les preuves photographiques. Les résultats de la mission sont majeurs et surprenants. Le 5 septembre 2005, la présence de mystérieuses stries dans les anneaux de Saturne a été confirmée. Ces bandes, disposées en travers, apparaissent et disparaissent périodiquement. Les astronomes les avaient déjà observées en 1977. La sonde Voyager avait également observé ces anomalies à distance dans les années 80 du siècle dernier. Cependant, l'origine de ces étranges stries n'a toujours pas été élucidée. Il est possible qu'il s'agisse d'éclairs saturniens. Cassini a découvert 7 nouveaux satellites de Saturne nommés Méton, Pollen, Polydeucès, Daphnis, Alpha et Gion des S2009 S1. La sonde a survolé Phébé de près, capturant pour la première fois la surface irrégulière et fortement cratérisée de l'objet, et a également impressionné les terriens avec des images du satellite saturnien Pan, ressemblant à un ravioli glacé de la taille de New York. Sous-titres édités par Senkin et Gorova. La découverte la plus significative a été la détection de lacs de méthane sur Titan, dont l'un est comparable en taille à la mer Caspienne. Il s'est avéré que sur ce satellite soufflent des vents semblables à ceux de la Terre, qu'il y pleut et que de denses brouillards s'y forment. Cassini a également observé l'hexagone géant, une tempête incroyable au pôle nord de la planète, avec des formes strictes et une structure s'étendant sur 25 000 km. Les diamètres restent inexpliqués à ce jour, bien que l'ouragan ait été observé pour la première fois par Voyager 1, mais c'est Cassini qui a envoyé sur Terre des photos nettes de cette incroyable tempête. La mission a été prolongée 2 fois, mais tout finit un jour. C'est pourquoi, le 15 septembre 2017, à l'heure du déjeuner, la sonde Ascian a été plongée dans l'atmosphère saturnienne.
Les dernières minutes de sa vie ont été retransmises par l'agence spatiale américaine. En hommage à l'appareil qui a fidèlement servi la science pendant 2 décennies, une dernière photo de Cassini a été conservée, montrant l'atmosphère impénétrable de Saturne. Pourquoi l'appareil a-t-il péri? Pourquoi de cette façon? Plusieurs options pour mettre fin à la mission ont été envisagées. Placer Cassini sur une orbite allongée ou l'envoyer vers Uranus et Neptune était une option assez exotique qui aurait nécessité de faire entrer Cassini en collision avec Mercure. Cet événement aurait pu se produire en 2021, ce qui aurait permis aux astronomes de découvrir les principales roches mercuriennes. Mais surtout, grâce à cette mission coûteuse à tout point de vue, l'humanité a pu en apprendre davantage sur les mondes qui entourent la Terre, admirer les aurores boréales au pôle de Saturne et se rapprocher de ses anneaux. Si vous avez été captivé par les histoires sur les planètes lointaines, revenez souvent car nous avons encore beaucoup de choses passionnantes à venir. J'aimerais commencer cet épisode par une phrase qui ouvre tous les contes de fées. Il y a bien longtemps, il y a 44 ans, cette histoire incroyable s'est produite. Tout irait bien, mais dans notre récit, il n'y aura pas la moindre trace de magie, seulement des faits avérés et des événements réels. Ainsi, en 1977, les Américains ont lancé un projet appelé Voyager 1. Dans le cadre de ce projet, 2 sondes portant le même nom ont été envoyées dans l'espace. Le scénario semble assez banal, mais les résultats de cette campagne ont dépassé toutes les attentes. Avez-vous déjà entendu les sons de l'espace? Bien sûr, certains d'entre vous pourraient objecter que le vide est absolument silencieux, car les ondes sonores ne peuvent se propager qu'en présence de molécules transmettant les vibrations. Néanmoins, grâce à la conversion informatique, nous pouvons entendre les grondements sourds de Vénus, le hurlement monotone de Jupiter et la cacophonie pulsante de Mercure. Mais ce sont, on peut dire, des voix locales. Mais à quoi ressemble l'écho du cosmos profond? Là-bas, seuls les Voyager et Pioneer s'y sont allés, mais la communication avec eux est coupée depuis longtemps. Un peu plus tard, nous vous donnerons l'occasion d'entendre les trilles effrayantes de l'univers. Et maintenant, décrivons brièvement les étapes les plus intéressantes de la mission des 2 sondes qui n'est toujours pas terminée. Des appareils hautement autonomes pour l'exploration des planètes externes du système solaire, suivis par la sortie des sondes au-delà de l'héliosphère. Lors de l'organisation de la mission, les erreurs passées ont été prises en compte. Par exemple, Pioneer Dix a cessé de répondre, probablement parce que sa source d'alimentation radioisotopique était épuisée. D'ailleurs, il est supposé que l'appareil se dirige actuellement vers Aldébaran, et ce voyage durera environ 2 millions d'années. Ainsi, la question de l'alimentation des sondes devait être particulièrement étudiée. Les 2 ingénieurs des Voyager ont équipé les sondes de générateurs thermoélectriques fonctionnant au plutonium-238 de moteurs fusées, ainsi que de nombreux ordinateurs et autres équipements utiles, spectromètres, caméras, complexes à plasma, etc. Malgré quelques problèmes mineurs, les appareils ont exploré avec succès les planètes du système solaire externe et se sont aventurés dans l'espace interstellaire. Tout le monde sait que les frontières du domaine de notre étoile mère ne s'arrêtent pas juste après Neptune. Les Voyager transportant à leur bord des disques d'or avec les sons de la Terre, des éruptions volcaniques, le bruit du vent, les pleurs d'un enfant, avaient encore un très long et difficile voyage devant eux. Heureusement, les capacités techniques des 2 Voyager permettent de communiquer avec eux jusqu'en 2030. Quelle est la mission actuelle des sondes? L'objectif principal des appareils est d'étudier la zone de transition entre le plasma présent dans le système solaire et la région de l'espace interstellaire. Les 2 appareils ont franchi il y a quelques années la première frontière séparant nos planètes de l'obscurité glaciale de l'espace, celle de l'onde de choc héliosphérique. Voyager 1 l'a fait en décembre 2004, tandis que Voyager 2 l'a fait en août 2007. La frontière de l'onde de choc est une zone située à l'intérieur de l'héliosphère. C'est ici que le vent solaire ralentit brusquement jusqu'à des vitesses subsoniques, car il entre en collision avec la matière interstellaire. Il convient de noter que pendant les 10 premiers milliards d'années, le vent solaire voyage à une vitesse d'environ 1 million de kilomètres par heure, et seule la présence de particules cosmiques peut ralentir ce voyage fulgurant. Après cette étape mentionnée, les sondes attendirent la prochaine frontière conditionnelle.
l'héliopause, que, selon les scientifiques, elle n'aurait pas dû atteindre 10 ans après avoir franchi la limite de l'onde de choc. Par conséquent, il est fort probable que cet événement ait déjà eu lieu. Techniquement, l'héliopause peut être comparée à un sas d'adaptation où la pression s'équilibre lorsque les cosmonautes sortent dans l'espace ouvert. C'est précisément ici que les paramètres de vitesse du vent solaire et du milieu interstellaire atteignent des valeurs acceptables et qu'une assimilation partielle de la matière a également lieu. La nature de l'héliopause est débattue depuis des années. À une époque, on pensait qu'elle se trouvait non loin de l'orbite de Jupiter, mais Voyager 2 a dissipé ce mythe, car personne ne savait où se situait réellement cette frontière. Les astronomes doutèrent que la sonde franchisse cette limite avant la fin de sa mission. Mais la rencontre a eu lieu plus tôt que prévu officiellement. Voyager 2 a franchi l'héliopause en 2018 et il s'est avéré qu'elle se trouvait à une distance 120 fois supérieure à celle séparant la Terre du Soleil. Grâce aux mesures que les deux sondes envoyaient périodiquement, il a été découvert que l'héliosphère est assez élastique. Pendant les périodes d'activité solaire, elle se gonfle comme un ballon, puis elle revient à sa taille initiale. Quelle autre découverte Voyager 2 a-t-il faite ? En 2020, ses capteurs de plasma ont détecté une étrangeté inexpliquée. Plus la sonde s'éloigne du Soleil, plus la densité de l'espace interstellaire augmente. Il est possible que les particules ralentissent brusquement à l'approche de l'espace interstellaire, s'accumulant les unes sur les autres comme une boule de neige. Il existe une autre théorie qui parle de la collision du champ magnétique interstellaire avec l'héliosphère, ce qui crée une sorte de corridor entre l'héliopause et le reste de l'espace. D'ailleurs, selon les mesures, le magnétisme interstellaire, bien qu'il soit 64 000 fois plus faible que celui de la Terre, soit seulement 7 microgauss, est tout de même capable d'exercer une certaine pression sur l'héliosphère. Quoi qu'il en soit, la question de la densité accrue de la matière reste ouverte à ce sujet. Les scientifiques doivent encore trouver la réponse à la question de savoir s'il existe, dans de telles conditions, un risque de destruction des deux voyagers. Théoriquement, oui, car selon les hypothèses répandues, il existe entre l'onde de choc principale et la frontière conditionnelle lors du passage dans le vide absolu de l'espace. Il existe une autre zone remplie d'hydrogène chaud que les scientifiques ont surnommée le mur d'hydrogène. La supposée onde de choc principale se trouve à une distance de 230 unités astronomiques du Soleil et les voyagers devront encore la franchir, bien que de nombreux astronomes considèrent cette frontière imaginaire comme une pure invention. Mais revenons aux voyagers. Où sont-ils maintenant ? La première sonde a franchi les limites du milieu interstellaire dès 2012. Ces capteurs ont enregistré une augmentation du nombre de rayons galactiques, puis une forte diminution des particules du vent solaire. Ces données constituent une preuve convaincante que la sonde quitte enfin l'héliosphère. C'est précisément à cet endroit que l'appareil a enregistré un son étrange, un bourdonnement monotone interrompu par un sifflement perçant. On ne comprend pas exactement ce qui provoque ces gémissements lugubres, mais ils donnent assurément la chair de poule. Certains astronomes affirment que le sifflement aigu est probablement causé par des éruptions régulières sur le Soleil atteignant les confins de l'héliosphère. Tout cela, Voyager 1 l'a entendu en passant, car le voyage de la sonde n'est pas encore terminé. Dans environ 40 000 ans, il passera près de la naine rouge Gliese 445 qui s'approche lentement du Soleil, puis continuera son voyage à travers notre galaxie. Et qu'en est-il de Voyager 2 ? Lui aussi voyage quelque part dans l'obscurité de l'espace, n'est-ce pas ? Comme mentionné précédemment, il y a 14 ans, l'appareil a franchi avec succès l'onde de choc de l'héliosphère et a dépassé l'héliopause. Grâce aux données reçues à bord de Voyager 2, il a été possible de prouver que l'héliosphère n'est pas une sphère parfaite. Au contraire, c'est un ovale aplati avec des frontières nord éloignées du Soleil. A-t-on constaté des anomalies dans les informations transmises par l'appareil ? Oui, il y a eu une incohérence. Les scientifiques pensaient que la température à la frontière de l'onde de choc serait bien plus élevée qu'à l'intérieur de l'héliosphère, mais ce ne fut pas le cas. En fait, il faisait chaud, mais pas autant que les astronomes l'avaient prévu. La question de savoir d'où viennent ces divergences et où est passée l'énergie excédentaire reste pour l'instant sans réponse. Voyager 2 se trouve actuellement à environ 20 milliards de miles de la Terre et il se dirige résolument vers le nuage d'Oort qu'il atteindra dans 3 siècles.
Et pour traverser cette région sphérique, il lui faudra au moins 30 000 ans. C'est vraiment dommage que nous ne le saurons jamais. La période de demi-vie du plutonium est d'environ 90 ans et déjà maintenant la ressource énergétique des sondes est tombée à 40% ou moins. Les deux sondes, lancées à 1 mois d'intervalle, se trouvent de maintenant à des centaines d'unités astronomiques du Soleil et n'ont pas l'intention de s'arrêter. Ils vont rencontrer des étoiles, des planètes errantes, des comètes solitaires et des groupes d'astéroïdes. Grâce aux sondes, nous savons maintenant à quoi ressemble le vide du macrocosme et nous avons empiriquement confirmé l'existence de l'héliosphère qui protège notre système planétaire des effets agressifs des rayons galactiques. Bonjour à tous les spectateurs de la chaîne Hubble depuis le monde en 3 dimensions. Souhaitez-vous jeter un coup d'œil dès maintenant à la 4e dimension, celle où la simple rotation d'un objet est perçue par le cerveau humain comme une catastrophe universelle. Pour ne pas perdre la raison lors de ce voyage infernal, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez la considérer comme un guide vidéo détaillé, car survivre dans le monde en 4D sans préparation est très difficile. Nous ne laissons pas nos astronautes aller dans des scaphandres, comme il se doit dans une centrifugeuse. Dans le cadre de ce voyage virtuel, nous visiterons successivement tous les mondes jusqu'au monde à 4 dimensions. Vous n'avez pas changé d'avis, alors écoutez et retenez bien. Au début, il y avait un point, cela fait penser à l'univers après le Big Bang, écartez toute analogie. Aujourd'hui, il ne sera pas question d'une mystérieuse zone de singularité, mais d'espace géométrique. La réponse est qu'un point isolé sur un plan est, par définition, de dimension nulle car il n'a ni longueur, ni largeur, ni hauteur. Regardez-le de plus près et bienvenue dans l'espace de dimension 0. Il faut constater un fait regrettable. Le monde de dimension nulle est ennuyeux et monotone, le mouvement y est impossible et l'horizon est limité. Quittons-le donc rapidement. Tant que les neurones de notre cerveau sont encore actifs et capables de percevoir des informations, nous en aurons besoin pour la suite. Comment passer de l'espace nul à l'espace 1D? C'est très simple. On prend un crayon et on trace une ligne droite à partir d'un point et nous voilà dans une réalité unidimensionnelle car une ligne droite ne possède qu'un seul paramètre, la longueur. Malheureusement, le monde 1D n'est pas moins monotone et fade. Et ici, le déplacement n'est possible qu'en avant et en arrière. Nous allons sauter sur la lampe à travers le plan. Avant que nous ne devenions une colonne de mercure sans signification, essayons de quitter au plus vite cette dimension unidimensionnelle désertique. Peut-être qu'un spectacle plus épique attend le voyageur dans l'espace 2D. Nous allons vérifier cela maintenant, le chemin n'est pas long. Il suffit de former un rectangle à partir des lignes déjà prêtes. Et maintenant, 2 paramètres nous sont accessibles, la longueur et la largeur. Sur cette base, il est déjà possible de construire quelque chose de valable. Rappelez-vous au moins les mondes relativement animés des jeux en pixels, comme le dépressif Yumeniki ou le joyeux Super Mario. Si une personne se retrouvait dans l'une de ces réalités, elle se sentirait très mal à l'aise en essayant d'ignorer la musique incessante et agaçante. Nous ressentirions quand même des sensations étranges, surtout en regardant les objets de profil, car au lieu de voir des êtres et des objets, nous ne verrions que des segments unidimensionnels. C'est exactement ainsi qu'est le monde plat, marqué 2D d'ailleurs. Notre réalité tridimensionnelle pourrait tout à fait être transformée en une réalité bidimensionnelle si l'on aplatissait la Terre comme une boîte de conserve. Tant que cela n'est pas arrivé, il vaut mieux s'en aller rapidement. Pour se déplacer dans l'espace 3D habituel, il suffit de tracer des droites perpendiculaires aux segments du plan, ce qui donne un parallélépipède qui, en plus de la longueur et de la largeur, possède une hauteur. Nous voilà à la maison. Après ces mondes inhospitaliers et étrangers, je n'ai pas vraiment envie de quitter ce qui m'est familier et cher. Mais le but de notre voyage est l'espace à 4 dimensions, alors continuons notre route. Pour commencer, réfléchissez à ce qui nous permet de voir le monde en 3 dimensions. Il existe une particularité intéressante, l'œil humain est capable de percevoir des objets statiques ayant de la longueur, de la largeur et de la hauteur uniquement en 2 dimensions. Regardez attentivement une image fixe sur l'écran de votre moniteur, vous ne voyez que des projections 2D d'objets tridimensionnels.
Si nous avions la capacité de percevoir notre environnement en 3D, nous remarquerions absolument tous les objets présents dans notre champ de vision. Pour expliquer ce phénomène, prenons l'exemple suivant. Imaginez une pièce où une boîte se trouve derrière une commode. Si nous avions une vision tridimensionnelle, nous verrions à la fois la boîte et la commode en même temps. Mais cela est impossible. Ce n'est que lorsque les objets se déplacent dans l'espace que la vérité nous est révélée. Eureka, il s'avère que nous sommes en réalité en 3D, alors que, soit dit en passant, nous sommes dans un espace bidimensionnel. Il en va de même pour les habitants. Tant que l'objet ne commence pas à bouger, ils le voient comme un objet unidimensionnel. Par exemple, le parallélépipède que nous avons dessiné il y a quelques minutes, pour retourner dans notre monde, les habitants de la réalité 2D n'auraient pas pu l'imaginer. Cela se produit parce qu'il est impossible d'imaginer ce qui est, par définition, inconcevable. C'est précisément le manque d'information qui empêche une personne de se représenter clairement un espace estampillé 4D. Les gens comprennent les propriétés de leur propre monde tridimensionnel uniquement parce qu'il est tangible. Il est possible qu'il y ait plein d'autres vecteurs spatiaux autour de nous, mais notre conscience n'est tout simplement pas faite pour les percevoir. Il faut comprendre que si nous ne sommes pas capables d'imaginer quelque chose, cela ne signifie pas pour autant que cela n'existe pas en principe. Alors, est-il possible d'imaginer la 4e dimension sans consommer de drogue ? La géométrie en 4D est illustrée de la manière la plus claire par le Tesseract, une figure étrange également appelée hypercube. C'est l'analogue du cube habituel, mais adapté à la 4e dimension. Construire une telle figure est simple. Mais il convient d'abord de préciser qu'un cube ordinaire peut exister partout, mais qu'il aura une apparence différente selon l'endroit. Par exemple, dans l'espace 0D, il s'agit du même point mentionné au début de la vidéo. Pour la transformer en cube unidimensionnel, il faut dessiner un autre point et les relier par une ligne. Pour le monde en 2D, il suffit de dupliquer ce que l'on a dessiné et encore une fois, de relier les points. Au final, on obtient un carré plat, qui est l'équivalent du cube habituel dans sa version bidimensionnelle. Ensuite, il est facile, à l'aide des figures déjà obtenues, de créer le petit cube que nous connaissons depuis l'enfance. Il suffit de placer 2 carrés plats côte à côte et de relier leurs sommets. Mais est-il possible, sur la base de cet algorithme, de former un Tesseract, un cube futuriste à 4 dimensions ? Le schéma ne diffère en rien de celui utilisé dans les autres cas. On place 2 figures tridimensionnelles côte à côte, on relie leurs sommets et l'hypercube est prêt. Mais il y a un problème. Il est difficile pour le cerveau humain de percevoir cette figure complexe comme un cube. En se rappelant que les humains ne peuvent voir les objets tridimensionnels qu'en mouvement, il faudra faire tourner un peu la figure obtenue. C'est là que commencent les effets psychédéliques. En les voyant, on se sent comme un habitant primitif d'un monde bidimensionnel. En fait, une simple rotation de l'hypercube autour de son axe, dans notre réalité paraît étrange, la conscience humaine l'aperçoit non pas comme un mouvement, mais comme une déformation de l'objet. De plus, dans ce cauchemar géométrique en rotation, il est même difficile d'identifier le cube. Il est encore plus fascinant d'imaginer ce qui arriverait à une personne qui se retrouverait accidentellement dans un espace 4D, tout en continuant à interagir avec le monde tridimensionnel. Un tel individu serait perçu par nous comme une substance divine incarnée. En effet, il pourrait traverser les murs, se téléporter facilement, déplacer des objets d'un monde à l'autre et même effectuer des interventions chirurgicales de manière non invasive, comme les fameux guérisseurs d'autrefois. Et maintenant, pour reprendre votre souffle, réfléchissez à ceci. Si le monde à 4 dimensions est déjà si difficile à comprendre, cela vaut-il la peine de parler des espaces avec un nombre infini de dimensions ? Attention, un objet artificiel a été découvert sur Mars. S'agit-il d'un message d'extraterrestre ou d'un présage de l'apocalypse ? Voilà le genre de gros titres que publient les journaux prisés par les conspirationnistes et les témoins des reptiliens. Mais nous ne sommes pas comme eux. La chaîne Hubble cherche toujours à approfondir chaque phénomène ou événement, présentant divers points de vue et les résultats des recherches les plus fiables. Ainsi, tout le monde sait qu'aucun représentant de l'humanité n'a jamais visité d'autre corps céleste que la Lune. L'empreinte terrestre était néanmoins présente aussi bien à l'intérieur du système solaire qu'au-delà de ses frontières.
pendant qu'Elon Musk prépare une expédition habitée vers Mars, destinée à devenir une véritable sensation sur la planète rouge. Au fil des nombreuses années de recherche astronomique, de nombreuses sondes se sont installées et ne reviendront jamais sur Terre. On pourrait penser que toutes les agences spatiales le savent, mais parfois, en découvrant des fragments d'appareils, elles s'étonnent sincèrement de leur présence à la surface morte de Mars. Un jour, dans l'une des zones de notre voisin poussiéreux, un objet artificiel a été repéré, un cylindre brillant au soleil, se détachant parmi les amas de pierres. Comment ce fragment est-il apparu sur la planète rouge et quelles autres surprises nous attendent ? En réalité, on peut sans exagérer qualifier Mars de conditionnellement habitable, car les traces de l'activité de notre civilisation y sont de plus en plus souvent observées parmi ces collines rouillées. En ce moment même, plusieurs sondes actives explorent la planète, tandis que les carcasses d'autres, hors service depuis longtemps, sont enfouies dans les sables martiens. Il est intéressant de noter que la masse totale de ces objets atteint actuellement environ 7 tonnes. Depuis 1971, 16 sondes terrestres ont visité la planète rouge avec plus ou moins de succès. Évidemment, ils ne pouvaient pas ne pas laisser leurs traces à la surface de Mars, c'est pourquoi l'apparition de ce mystérieux cylindre a également une explication tout à fait logique. Il s'agit très probablement d'un carénage détaché de la sonde Viking 2 lors de son atterrissage. Mais reprenons tout depuis le début. L'engin spatial mentionné a été envoyé sur Mars dans le cadre du programme américain Viking et a fonctionné sur la planète rouge pendant plus de 19 mois. La station était composée d'un module orbital et d'un module d'atterrissage, le premier étant tombé en panne 2 ans plus tôt. Lors de la descente, le 3 septembre 1976, Viking 2, suivant la procédure habituelle, a largué le ballast et déployé les parachutes pour atterrir en douceur dans la plaine. Utopia est une région assez étrange, d'un diamètre de 3300 km entièrement couverte de pierres de différentes tailles. Il n'y a pratiquement pas de cratères ici et l'Utopie est située dans l'hémisphère nord de Mars. Apparemment, il s'agit d'un ancien cratère d'impact, tellement immense qu'il est difficile de l'identifier correctement. Le paysage étant monotone et morne, il n'est pas surprenant que l'attention des scientifiques se soit portée sur un petit cylindre visible sur la photo envoyée par la sonde. En fait, l'activité principale de Viking 2 consiste à prélever des échantillons de sol. À cette fin, un échantillonneur était utilisé, généralement recouvert d'un capuchon spécial, lorsqu'il n'était pas en service. Mais dès que l'appareil a été prêt, le capot s'est automatiquement détaché et a heurté une pierre voisine. Ainsi, la pièce est restée sur Mars, tout comme le Viking 2 lui-même. Viking 2, dans l'ensemble, la situation décrite est standard, car chaque engin spatial et ses parties structurelles reçoivent une inscription permanente sur les étendues désertiques de la planète rouge au moment de l'atterrissage. Bien sûr, le carter de 30 cm de long est une pièce bien trop minuscule pour être visible depuis un satellite. Spirit, qui a atterri sur Mars le 4 janvier 2004, peut tout à fait être observé. C'est le cas aujourd'hui. Le parachute, couvert de sable bronzé et impénétrable dans le cratère Gusev, peut aisément passer pour une simple pierre. Mais il fut un temps où l'appareil fonctionnait de manière très productive et a largement dépassé la durée d'activité prévue par l'agence. Spirit a fonctionné jusqu'en 2010, alors qu'il était prévu qu'il ne tienne pas plus de 90 sols, soit 92,5 jours terrestres. Le cratère Gusevo est un endroit intéressant qui a peut-être autrefois été un lac, mais Spirit ne s'est pas contenté d'explorer le fond de ce bassin d'eau hypothétique et ancien. Autant que possible, il a exploré tous les cratères et collines proches. Malheureusement, les tempêtes d'ici ont rapidement et considérablement réduit la capacité de charge des panneaux solaires, mais il a réussi à se rétablir. Même sur Mars, le proverbe « On combat le mal par le mal » s'applique, les diables de poussière chassent la poussière. De petites tornades, qui traversent périodiquement la surface de la planète, ont aidé à nettoyer les batteries et ainsi prolonger la viabilité de la sonde Spirit. La dernière communication avec le rover martien a eu lieu le 22 mars 2010. La mort de la sonde est probablement due à une défaillance des batteries. Cela a également été précédé par l'enlisement dans le sable martien. Spirit n'a jamais pu se libérer de ce piège infernal. Il se trouve toujours au fond d'une dune de sable, non loin d'une immense formation appelée la plaque domestique, ensevelie sous une épaisse couche de poussière. Quels autres engins spatiaux ont trouvé leur fin sur Mars ?
Tout d'abord, il convient de prendre en compte les tentatives infructueuses d'atterrissage en douceur à la surface de la planète rouge qui ont été caractéristiques des sondes suivantes. Mars 2. Des nuages. Les débris se trouvent dans la région de Xanthera et il est devenu le premier objet artificiel à atteindre une planète du système solaire autre que la Terre. Mars 3. Ces restes au fond du cratère Ptolémée ont été découverts par le satellite Mars Orbiter. Le Mars 6 soviétique, qui a laissé après sa chute un cratère de 4 mètres dans la mer d'Érythrée. Mars Polar Lander, qui est entré dans l'atmosphère de la planète rouge et a disparu sans laisser de traces, la situation reste à ce jour un mystère. Deep Space 2, qui participait au programme Nouveau Millénaire de la NASA, a effectué un atterrissage brutal et fatal sur la planète rouge. Le Beagle 2 britannique, qui a atterri avec succès à la surface de Mars, mais n'a jamais établi de contact. La sonde presque intacte n'a été découverte qu'après 12 ans. En 2015, Schiaparelli, qui s'est écrasé sur la surface de la planète rouge en tombant d'une hauteur de 4 km, mais ce n'est pas tout. Parmi les cratères et les montagnes de notre plus proche voisin, on peut trouver des engins spatiaux qui, pour diverses raisons, ont cessé leur travail fructueux. Le doyen des sondes est devenu Opportunity, qui a atterri en 2004 dans un cratère sur le plateau de Méridien. L'appareil a contourné de nombreux cratères, a survécu à plusieurs tempêtes de poussière, mais la dernière tempête planétaire de la taille de l'Amérique du Nord, qui a surpris le rover dans la vallée de Persévérance, lui a été fatale. On suppose qu'Opportunity a gelé, car les rayons du soleil n'atteignaient plus ses batteries à travers l'épaisse couche de poussière. Mais jusqu'à présent, on peut encore voir sur Mars les traces de cette sonde remarquable. Vous pensez qu'il n'y a pas de vie sur la planète rouge ? Selon notre compréhension, non. Mais un phénix d'acier y est tout de même présent. Le rover martien a été lancé par la NASA en 2007 et un an plus tard, il a commencé à parcourir activement la surface de la région polaire de Mars. C'est le premier engin à avoir découvert de l'eau à la surface apparemment morte de notre voisin rocheux. Malheureusement, Phoenix est resté prisonnier des étreintes glaciales de l'Arctique martienne, sans réussir, comme dans un conte, à renaître de ses cendres. Est-ce que tous les rovers martiens finissaient soit en débris, soit gelés ou recouverts de poussière ? Bien sûr que non. Actuellement, 5 sondes fonctionnent activement à la surface de Mars, dont l'une effectue en ce moment ses premiers vols dans l'atmosphère de la planète rouge. D'ailleurs, sur la base des succès de ce drone martien innovant, un projet d'appareil pour explorer Titan, appelé Dragonfly, est en cours de développement. Si l'on regarde la carte de Mars ou la surface de la planète depuis les satellites, il devient évident que notre voisin poussiéreux n'est pas si seul que ça. Dans ces vallées, diverses sondes comme Curiosity, Insight, Persévérance, Ingéniosité et Tianwen parcourent activement la surface. Et certaines régions gardent jalousement les traces d'anciennes catastrophes. C'est pourquoi les futurs colons, qui peupleront bientôt la planète rouge, ne se sentiront pas seuls, sans même s'en rendre compte. Nous commençons déjà à coloniser Mars. Abonnez-vous à la chaîne Hubble si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis et ne manquez pas nos mises à jour. Vous pensez que l'espace, c'est ennuyeux ? Nous allons essayer de vous convaincre du contraire. Regardez les captures d'écran affichées actuellement. Ce sont des statistiques YouTube. Que signifient-elles ? Remarquez que 57% des spectateurs de cette chaîne regardent sans être abonnés. Voilà le véritable sens de mon message pour vous. Donc, pour ne pas perdre Hubble de vos abonnements, il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton rouge qui ressemble à ceci et se trouve juste en dessous de cette vidéo. La loi de l'univers est simple, souvenez-vous-en car chacun de vos abonnements est très important pour moi. Plus il y a de spectateurs, plus ils regardent et mettant des likes, plus vite une nouvelle vidéo méga passionnante sortira. À bientôt.